Chers collègues, à l'invitation de notre collègue Senderegger, président de la Chambre des régions du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, j'ai eu l'opportunité de tenir un discours devant la Chambre des régions le 23 mars dernier. Ensuite de mon intervention, M. Karl-Heinz Lamberts, président du Parlement de la communauté germanophone de Belgique et membre de notre conférence, a rappelé l'existence d'un cadre de référence pour la démocratie régionale dont les ministres des collectivités locales et régionales du Conseil de l'Europe ont pris acte lors de leur session d'Utrecht en 2009. Je remercie le président Lamberts d'avoir accepté mon invitation à venir présenter aujourd'hui ce cadre de référence qui, bien que non contraignant, pave la voie de l'adoption d'une charte européenne de la démocratie régionale. Et vous avez la parole, Monsieur le Président Lamberts. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je n'aurais jamais soupçonné que ma petite intervention lors de votre passage à Strasbourg aurait eu cette conséquence que je me retrouve aujourd'hui parmi vous, mais ça me réjouit tout particulièrement, d'abord parce que mon Parlement est également membre de la CALRE et que j'ai eu, à l'époque de ma présidence du Comité européen des régions, à de nombreuses occasions, la possibilité d'échanger avec vous ou vos prédécesseurs, et parfois même dans cette salle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Je dois maintenant, avec un regard sur la montre là-bas, essayer d'être bref pour vous commenter un petit livre, non pas le petit livre rouge de Mao, mais un petit livre très bien écrit et qui explique pratiquement tout ce qu'il faut savoir sur ce cadre de référence pour la démocratie régionale. Pour ce faire, je dois vous inviter à faire un triple voyage. D'abord, comme Jean-Claude l'a dit, nous nous positionnons maintenant dans le cadre du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Mais ce Conseil de l'Europe et son Congrès des pouvoirs locaux et régionaux en particulier entretient des relations intimes avec l'Union européenne évidemment, mais aussi avec le Comité européen des régions et notamment sur la question pour laquelle vous m'avez invité d'intervenir. Deuxième voyage, nous sommes ici dans le club exclusif des régions de Formule 1, en quelque sorte, des régions à pouvoir législatif. Le cadre de référence concerne toutes les régions, quelles qu'elles soient. Et la grande difficulté étant d'ailleurs de définir c'est quoi une région, j'y reviendrai dans quelques instants. Et puis, troisième voyage, ça me rend un peu nostalgique parce que j'ai un peu pu assister à cette période quand j'étais membre du gouvernement de ma région, un voyage dans le temps. Ce dont je vous parle, ça se passe d'une part à la dernière décennie du siècle dernier et dans la première décennie du nouveau millénaire, entre 90 et 2010. Bon, ça ne va cependant pas donner lieu à une intervention d'analyse historique, mais plutôt un rappel de choses qu'il faut absolument savoir si on veut aujourd'hui, ce qui sera ma conclusion, si on veut aujourd'hui relancer le débat sur une charte de l'autonomie régionale en Europe, il faut absolument savoir ce qui s'est passé au début. Alors, ce cadre de référence est le petit frère, ou si vous voulez, la petite sœur de la charte sur l'autonomie locale. Un document adopté en 1985 qui joue un rôle important dans le travail des collectivités territoriales en Europe et qui fait d'ailleurs l'objet d'un important dispositif de monitoring où tous les pays membres du Conseil de l'Europe sont régulièrement monitorés pour voir comment ils ont mis en œuvre cette charte. Et pour l'instant, d'ailleurs, cette année-ci, c'est passé le monitoring en Belgique. Subtilité sémantique, charte de l'autonomie locale, cadre de référence de la démocratie régionale. Donc une charte, c'est quelque chose de plus contraignant qu'un cadre de référence. Autonomie locale,
devrait conduire tout naturellement à autonomie régionale. Mais non, les 20 ans de travail sur cette question ont conduit à un compromis qui a changé le concept d'autonomie régionale en démocratie régionale. Et ces deux aspects expliquent tout le débat qu'il y a eu dans les années 90 et dans les années 0 du nouveau siècle. En 93, ça avait commencé avec un grand congrès à Genève et on avait eu l'idée qu'il faut trouver une base plus solide pour définir ce que c'est une région en Europe, et ce n'est pas par un hasard que ça s'est passé en Suisse, qui est peut-être l'État fédéral le plus classique qu'on connaît. Et puis, au Congrès des pouvoirs locaux, à Strasbourg, en 97, avec l'appui unanime de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, on adopte un projet de charte de l'autonomie régionale. Et tout le monde était sûr que bientôt, ça allait devenir une réalité. Mais là, on s'est fortement trompé. Dès que ces documents ont été sur la table, les États ont commencé à s'en occuper très concrètement et il y a eu d'importantes résistances, des manœuvres de tout genre. J'ai d'ailleurs en partie pu participer à ce genre de réunion. Il y a eu les conférences, à l'époque elles existaient encore, les conférences des ministres en charge des autorités locales et régionales dans les différents pays. Il y en a eu plus que 15. Et à Budapest et à Valencia, il y a eu de grands débats sur cette question. Est-ce qu'on va laisser passer une charte de l'autonomie régionale? Je ne vais pas raconter maintenant qui était contre et qui était pour et comment se sont fait des alliances parfois contre nature. C'était vraiment quelque chose de très particulier, mais je voudrais quand même dire que ceux qui ont posé le plus de problèmes, c'était le gouvernement britannique et le gouvernement espagnol, pour des raisons qu'on imagine. Et très étonnamment, ils avaient fait une alliance de circonstances avec les Allemands. Le gouvernement allemand, normalement, aurait dû agir un peu différemment. Mais quoi qu'il en soit, à un moment déterminé, on arrive à un compromis. On dit, il n'y a pas d'accord et consensus pour une charte, donc on fait un cadre de référence et on essaie une fois de régler ça une fois pour toutes. Alors on a chargé le comité directeur pour l'autonomie, pour les pouvoirs locaux et régionaux au Conseil de l'Europe de préparer ça avec le Congrès et avec d'autres. Et finalement est venu en novembre 2009 à Utrecht ce document, et un peu comme l'a fait le Conseil des ministres, le Conseil européen avec les conclusions de la conférence sur l'avenir de l'Europe, à laquelle faisait tantôt allusion le président Cordero, on n'a pas approuvé ce cadre de référence, on a pris note de ce cadre de référence. Et depuis lors, ce cadre de référence existe, on l'utilise dans certaines circonstances. Parfois, les pouvoirs locaux et régionaux, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux à Strasbourg l'utilise un peu dans ses monitorings, mais on n'est jamais allé plus loin pour dire maintenant on va se baser sur ce cadre de référence pour en faire une vraie charte, parce qu'on a toujours senti depuis cette époque-là que ça n'allait pas passer. Néanmoins, je crois qu'il faut un jour se relancer là-dessus, et c'est peut-être un des objectifs que la CALRE peut, sinon se mettre sur son drapeau, en tout cas soutenir également, parce que je crois qu'il y a dans cette Europe, avec cette extraordinaire diversité au niveau des paysages régionaux, une vraie valeur ajoutée, avoir un instrument du genre de ces cadres de référence transformés en charte. Pourquoi? Parce que dans l'évolution de l'Europe, il faudra regarder aussi comment la multi-level governance va se perfectionner, évoluer
dans les différents États sans aller vers des unifications et harmonisations. C'est tout à fait impossible. Chaque État a son histoire, sa tradition, mais il est important qu'il y ait partout un niveau subnational qui corresponde à la structure de l'État et où des responsabilités sont prises en considération. Notre monde ici étant la division 1, si on parle de football, parce que nous sommes les régions à pouvoir législatif. Mais ça peut aussi fonctionner et ça doit aussi fonctionner ailleurs. Et alors dans ce document, et je vais en rester là, on développe 4 sujets et on fait des suggestions comment ça pourrait s'organiser. Et c'est très bien expliqué, même si c'est écrit en tout petit, donc je ne vais pas répéter tout ça. Je vais juste mentionner les 4 domaines. Il y a les architectures régionales. Qu'est-ce que c'est une région? Ça, c'est déjà un élément important. Alors, il y a la question des organes. Quel organe faut-il avoir? Il y a le financement, très important évidemment, et les relations internationales. Juste à titre d'exemple, ce qui est écrit ici, par exemple, sur les compétences, me semble fort importante parce qu'on dit qu'il faut des compétences qui soient garanties dans les constitutions ou dans des lois votées en exécution. Et on dit aussi, normalement, on ne doit pas pouvoir changer ni compétence ni territoire d'une région sans l'accord de celle-ci ou sans l'avoir interrogé. Alors dans les finances, par exemple, un autre sujet fort important, on dit qu'il faut qu'il y ait des finances soit propres, soit affectées par l'État, mais de préférence des finances qui ne sont pas affectées à des projets. Il faut une liberté d'action, sauf quand les régions exercent des missions déléguées. Un principe très important. On dit aussi que les organes doivent être élus, issus du suffrage universel, et s'il y a des exécutifs, ils doivent être responsables devant ces organes élus, sauf si les exécutifs sont élus eux-mêmes directement, alors ils doivent rendre rapport. Ça sont un peu quelques éléments de ce document. Il est fort intéressant. Il sert d'ailleurs parfois aussi de base et de référence pour des rapports qui se font sur des sujets particuliers au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Et là, on voit son utilité d'ailleurs très concrètement. Voilà ce que je voulais dire dans toute la rapidité qui s'impose vu le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président Lambert. Je me tourne vers les membres. Y a-t-il une demande de parole? Je n'en vois pas. Je suppose que le temps avançant, nous sommes économes, mais je tiens vraiment à vous remercier et pour l'intervention et pour avoir assisté à tous nos travaux, Monsieur le Président.